va faire entrer Manon Aubry, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise. Bonsoir. Merci d'être avec nous. J'ai juste, avant de vous donner la parole, une petite question coulisse. Vous avez toutes et tous, peut-être Neila, levez les mains. Vous avez toutes et tous vos téléphones portables. Qu'est-ce qui se dit ce soir sur les téléphones portables? Qui vous envoie des messages? Ça fait marrer Guillaume Tabar. Bruno Jeudi. Non, vous le direz pas. Depuis tout à l'heure. Non, mais qui regarde? Je suis arrivé en plateau avec l'essentiel de ce que je vous ai dit à 20h, c'est-à-dire le Cornu 2. Le Cornu 2 et un gouvernement beaucoup moins déconnecté politique. des ambitions présidentielles. Donc, Oui, mais alors attendez, vous donnez cette hypothèse-là aux téléspectateurs. Voilà. Parmi les téléspectateurs, il y a peut-être des, je sais pas, des ministres, des conseillers qui nous regardent. Qu'est-ce qu'ils vous disent ce soir? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont pas très bavards. Pas très bavards ce soir? Si, peut-être, je vous partagerai un commentaire, allez, et ça fera Merci. plaisir à Manon Aubry qui pourra rebondir dessus. Parmi les commentaires que l'on reçoit ce soir, y compris de la part, alors, ce qu'on appelle l'écosystème, c'est les députés, les ministres, ex-ministres, etc. Certains s'étonnaient que dans notre qui-est, que les non pressentis soient majoritairement masculins, en disant, bah dis donc, en Macronie, on n'arrive toujours pas à trouver de femme à nommer à Matignon au-delà d'Elisabeth Borne. Ouais. Double scoop, ce sera un homme et il sera macroniste. Je pense qu'on prend pas beaucoup de risques avec ça. Donc vous dites le Cornu 2, on y va? Peu importe, en fait, tout ça est assez ridicule. Pour être honnête, j'étais au Parlement européen à Strasbourg cette semaine et je regardais tout ça d'un œil un peu plus distant, et c'est bien parfois de sortir de ce fameux écosystème un peu parisiano-centré. Et franchement, je vous le dis comme je le pense, tout ça est d'un ridicule et d'un déconnecté. Enfin, on a eu quand même législative, Macron s'est pris une rouste, il nomme Barnier, qui est issu d'un groupe de 50 députés minoritaires, il tombe, il nomme Bayrou, issu d'un groupe encore plus petit, il tombe, il nomme le Cornu qui tient 24 heures, il va le renommer, il va tenir quoi cette fois-ci 3 heures? Non mais au bout d'un moment, il faut en revenir à... En fait, pourquoi on fait de la politique? Moi, pourquoi je fais de la politique? C'est pas pour commenter, je vous trouve très patient pour être honnête dans vos quiesces, parce que j'ai un peu l'impression d'un comique de répétition, donc je trouve que vous êtes très patient. On fait notre boulot. Non, vous êtes très patient, et là, on est en train de commenter du vide, et moi, je suis pas commentatrice, je suis actrice de la vie politique. La raison pour laquelle je fais de la politique, c'est parce que il y a une famille sur 3 qui doit sauter des repas parce qu'ils galèrent à se nourrir, parce que les salaires ont baissé de 3%, parce qu'il y a des usines qui ferment, parce qu'il y a eu 118 féminicides depuis le début de l'année. Voilà pourquoi on fait de la politique. Juste une chose, Manon Aubry, il y a deux choses. On a parlé ce soir de la réforme des retraites, de la taxation des plus riches, etc. On a parlé du concret, on a parlé des mesures. Mais il ne faut pas se raconter plus comment dire, de carabistouille, comme dirait l'autre. La politique, c'est une histoire d'ambition, c'est une histoire de personnes. Quand Jean-Luc Mélenchon se présente une fois, 2 fois, 3 fois à la présidentielle, c'est bien qu'il y a une ambition intime, une ambition personnelle pour y aller. Ces gens-là, ça compte aussi. C'est peut-être d'abord une ambition pour changer la vie des gens. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle... Sans doute, mais il y a les deux. Nous, on vous dit... Il y a forcément les deux. Si on voulait être ministre, on aurait pu dire deal, on fait un accord avec les macronistes, on forme un gouvernement ensemble, et avec un peu de chance, l'un d'entre nous devient ministre. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça. Si Jean-Luc Mélenchon et nous autres à la France Insoumise on fait de la politique, c'est pour des choses très concrètes, et on les aura pas. Pardon Manon Aubry, justement il essaie de trouver un budget, de mettre en place un budget et qui change la vie des gens très concrètement. C'est tout l'objectif, de trouver un gouvernement qui ne soit pas censuré pour faire passer un budget. Il n'y a pas urgence, selon vous, ça ne change pas la vie des gens d'avoir un budget? 2 choses là-dessus. L'an dernier, c'est une des seules années où le 49.3 n'a pas été fait tout de suite. Dans les autres exercices budgétaires, le 49.3 a été fait au début de l'exercice budgétaire, donc il n'y a pas eu de débat parlementaire. Quand vous laissez le débat parlementaire aller de l'avant, l'an dernier, il y a eu un vote en première lecture du budget à l'Assemblée nationale qui a été voté par les Insoumis. Nous avions voté pour. Ça paraît il y a une éternité, mais parce que précisément on avait obtenu des choses comme la taxe Duckman et d'autres choses, de mesures de un budget NSP. Oui, c'était un budget qui n'était pas exactement mot pour mot. Si moi qui travaille sur les questions de fiscalité, je vous l'aurais pas écrit mot pour mot comme ça. Mais il allait dans la bonne direction. Donc c'est juste vous dire que si on fait l'exercice parlementaire, bien sûr, nous on est là pour faire des amendements, on les fera, etc. Mais là, ce qu'on est en train de nous ressortir, c'est quelque chose qu'on a dégagé par la porte à plein de reprises, et notamment dans le cadre d'élections, et qui revient par la fenêtre, qui sont 50 nuances de macronistes d'une manière ou d'une autre. Mais suspendre la réforme des retraites, ce serait pas aller dans le bon sens. Mais est-ce que vous pensez une minute
que la réforme des retraites va être suspendue. Ce soir, j'en ai aucune idée. Écoutez, il est L'hypothèse est sur la table. 23h35. Je vais partir du principe que les enfants sont couchés. Oui. Je peux dire quelque chose. Éloigner les enfants. Voilà, éloigner les enfants. Moi, j'ai passé l'âge de croire au Père Noël. Et je m'excuse s'il y avait encore des enfants pas couchés à cette heure-ci, mais de manière un peu plus sérieuse, il y a eu jusqu'à 3 millions de gens dans la rue avec les plus grandes manifestations que j'ai connues de toute ma vie. Il y a eu une mobilisation à l'Assemblée nationale avec un débat parlementaire qui a eu lieu à plusieurs reprises. L'ensemble des syndicats qui étaient opposés. Et à chacune de ces occasions, Emmanuel Macron n'a pas reculé sur la réforme des retraites. Et vous pensez maintenant qu'il va former un gouvernement dont il sait qu'il va ouvrir la porte Manon Aubry, pour retoucher cette réforme? Vous ne le croyez pas capable d'avoir changé? Non. Mais je veux dire, Emmanuel, même sous la contrainte, parce que Croyez pas que dans la situation politique où il se trouve, peut-être qu'il y a un choix à faire. Même acculé, et ce choix, c'est peut-être suspendre la réforme des retraites. En fait, Emmanuel Macron, coûte que coûte, il ne veut pas qu'on touche à sa politique. C'est ça qu'il faut retenir. Même quand il a perdu les élections, même quand ses premiers ministres sont renversés, même quand son propre camp... Mais pour aller jusqu'au bout, même quand son propre camp le remet en question, de Gabriel Attal à Édouard Philippe, qui sont quand même deux de ses anciens premiers ministres. Moi, je vous parle pas de... Et c'est pas un changement de philosophie quand il décide de ne plus gouverner avec des 49.3 par exemple? C'est pas une rupture dans le macronisme? Moi, ça fait partie des choses que je demande de plus gouverner avec le 49.3. Sauf que quand vous savez comment fonctionne l'Assemblée nationale, les outils sont extrêmement nombreux. Du vote bloqué à la seconde délibération, c'est un peu technique, mais l'exécutif peut avoir la main sur l'agenda de l'Assemblée nationale. Vous nous parlez d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal. Revenons sur les retraites. Pas de souci, parlons des retraites. Vous souhaitez la suspension, alors l'abrogation. La suspension. Ça fait une différence quand même. 72, 63 ans. Allez, allons sur la suspension. Les socialistes, c'est ce qu'ils souhaitent. Pourquoi ils le veulent, les socialistes? Parce qu'ils pensent à ceux qui vont avoir 62 ans et 9 mois dans l'année qui vient. Et ces gens-là, si la suspension a lieu, ils auront la retraite. Et vous ne votez pas pour ça. Vous dites pas que c'est une victoire. Mais bien sûr, le moment où il y aura un vote à l'Assemblée nationale, bien sûr qu'on votera pour toute chose qui permettra de diminuer l'âge de départ à la retraite. Je suis très claire. Oui, mais pour ça, il ne faut pas censurer. On votera faut pas censurer dès le début. Toute chose. Mais monsieur Jeudi, vous n'avez pas l'impression qu'on nous a déjà fait le coup? Ça vous rappelle pas quelque chose il y a quelques mois? Le conclave. Conclave sur les retraites. Non, le conclave, il n'y avait pas l'histoire de la suspension. Le conclave, c'était uniquement... À quel moment vous avez entendu? Le conclave, François Bayrou, il avait justement cadré le conclave de manière beaucoup plus stricte que ce que semble faire si vous écoutiez les socialistes... Sébastien Lecornu, qui lui veut plutôt passer par un amendement... C'est pas vrai, monsieur Jeudi. Marcelo. Regardez, les lignes sont en train de bouger dans toutes les formations politiques. Elisabeth Borne, qui a porté la réforme en 2023, qui dit je suis prêt à les suspendre. Les députés LR, je ne parle pas de Bruno Retailleau, je ne parle pas de la direction, je ne parle pas non plus des sénateurs LR, mais les députés LR qui se disent c'est mieux qu'une dissolution. Il est en train de se passer quelque chose sur cette question-là qui est relativement inédit. Alors, deux choses là-dessus. La première, c'est que je pense qu'il y a des députés LR, et je pense notamment au Rassemblement national aussi, qui ont plus peur de la dissolution que de la destitution ou de la démission ou d'une élection. On sait que le RN a des députés LFI, par exemple. C'est une évidence. Les députés LFI, eux, n'ont pas peur de la pense, vous avez entendu l'ambiguïté du Rassemblement national, le fait qu'ils se soient opposés à la motion de destitution au bureau, c'est un signe. Ils disent... Mais non, la dissolution, la censure, c'est une chose. La destitution du président, c'en est une autre. C'est une nouvelle élection présidentielle. Et d'ailleurs, alors, je termine juste là-dessus. Je trouve quand même que tout le monde imagine avec une certaine facilité, une rapidité avec laquelle on pourrait organiser une élection législative, mais pas la même chose sur une élection présidentielle. Donc, pour moi, si on veut vraiment remettre les cartes à zéro, c'est plus simple de mettre une élection législative. Je reviens sur les retraites. Vous soulignez que certains députés LR, vu la situation, sont en train de se dire peut-être qu'il va falloir suspendre la réforme, et tant pis. On préfère avoir de la stabilité. Ça bouge. Vous êtes dans votre tunnel, vous faites que de la politique politicienne. Au contraire, parce que j'essaie justement de me détacher, et peut-être que c'est l'avantage aussi d'être élu au Parlement européen. Je suis pas justement dans la tambouille de l'Assemblée nationale au quotidien. Moi, je suis prête à parier ce que vous voulez. Il n'y aura pas de proposition venant du camp macroniste. C'est l'archétype. Partez battu, quoi. Non, je pars pas battu. Précisément. Pas à l'Assemblée nationale. Non, précisément parce que s'il devait y avoir un vote, je sais qu'on le gagne à l'Assemblée nationale. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour abroger, pas seulement pour suspendre. Avec notamment les députés RN. Mais avec tous les députés, dans ce cas-là, les voix RN ne vous gênent pas. Avec tous les députés, mais vous nous faisiez déjà le coup au moment de la motion de censure, les voix RN. Franchement, le Rassemblement national,
à 8 reprises, ont refusé de censurer le gouvernement de François Bayrou. Donc, le Rassemblement national opposant au camp macroniste, on y repassera. Pour le reste, vous avez raison qu'il faut rester dans le concret. Et dans le concret, on attend un gouvernement. Est-ce qu'on pense qu'un gouvernement va arriver avec une feuille de route, cette fois-ci en rupture totale ? Pas en rupture de gouvernement, parce qu'on a parlé de la rupture pour Sébastien Lecornu, en fait c'était juste une rupture du gouvernement. Mais s'il y a une vraie rupture qui reprend un projet, l'essentiel du programme du nouveau Front Populaire, bien sûr qu'on le censurera pas. Mais là, vous faites de la politique politicienne. Je fais vous pas parle de la des politique. retraites. Si Mais vous sur voulez les retraites, si vous voulez avoir la suspension, il ne faut pas le censurer avant qu'il y ait des débats sur les retraites. Sinon, ça ne sert à rien. Monsieur Jeudi, il s'est exprimé hier, Sébastien Lecornu. Mais qui vous dit qu'il ne va pas se réexprimer quand son gouvernement sera fait? Il s'est exprimé. Et donc, est-ce qu'il a parlé d'une suspension, d'une abrogation? Il a parlé d'un débat parlementaire. Voilà. Donc, comme le demande le Parti socialiste. Vous avez vu le chemin qu'il a fait? Comme si le débat n'avait pas eu lieu. Ce débat, il a eu lieu dans le pays. Je veux dire, les gens qui allument la télé à cette heure-ci disent « Attendez, là, on est retourné 3 ans en arrière, on discute encore de la réforme des retraites ». Oui, on la discute parce qu'en réalité, elle n'a jamais été tranchée par un vote. Donc, si demain, il y a un vote sur la réforme des retraites pour l'abroger, je prends, monsieur. Mais il n'y en aura pas, puisque vous aurez censuré avant. Je prends. Non, on attendra le discours de politique générale. Là, en l'occurrence, on n'a même pas eu besoin de censurer, il est tombé. Donc, il n'y aura pas de motion de censure. Laissez Manon Brie finir une phrase, messieurs. Mais on verra. Ce qui est nouveau, c'est que lorsque Sébastien Lecornu est annoncé, a été nommé. Ils aiment bien faire les questions et les réponses. Non, mais je vous ai dit. Lorsque Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre, LFI avait annoncé qu'il déposerait une motion de censure d'initiative, sans doute aussi pour voir si le PS allait ou non la voter. Bon, mais en tout cas, il annonçait qu'il la déposerait d'emblée. Là, ce soir, vous nous dites qu'il n'y aura pas de motion de censure déposée d'emblée. Alors, après l'annulation du... Non, c'est pas ce que je vous ai dit. Alors, donc, je recommence le film. En l'occurrence, pour le discours de M. Lecornu, vous avez peut-être vu que la motion de censure n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Mais il n'y a pas eu de discours. Parce qu'il n'y a pas eu de discours. Ah. Donc là, vous êtes en train de faire la démonstration inverse, qu'il y aurait bien eu le discours d'abord, puis la motion. Eh bien, c'est exactement la même chose. S'il y a un Premier ministre qui est nommé demain, j'imagine que le discours politique général aura lieu autour du lundi, vraisemblablement, et une motion de censure, si on la dépose, qui sera examinée autour du mardi. Mais si on la dépose, c'est pas mais par si demain, il y a un gouvernement qui reprend l'essentiel du programme du nouveau Front Populaire, moi, depuis le début, je vous ai dit que je la censurais pas. Sauf que comme j'ai arrêté de croire au Père Noël et que je suis pas très naïve, je veux pas raconter d'histoire aux gens. En fait, je pense que le Parti socialiste a fait l'erreur, à chaque fois qu'il y a eu un gouvernement qui est tombé, de dire cette fois-ci, c'est à nous. Oui, et les gens dans le pays, c'est normal qu'ils sont gauche, ils se sont dit peut-être qu'on va y arriver. Et on n'y est pas arrivé. D'accord, mais Madame Aubry, n'empêche que les socialistes que vous critiquez, ils ont quand même obtenu le 49-3. De rien. Il n'y a pas de gouvernement, monsieur Jeudi. Il n'y a pas de gouvernement, mais enfin là, c'est pas concret ce que vous dites. Si c'est Sébastien Lecornu, il ne gouverne pas de gouvernement. S'il y en a un demain, il y a quand même ça. Mais qu'est-ce que vous en savez? On ne sait même pas si c'est monsieur Lecornu qui est Premier ministre. C'est là, c'est vous qui faites de la politique fiction. C'est lui, a priori, il gouvernera son 43. C'est la commencez par faire comme si c'est lui. Ça fait beaucoup. Ça fait un premier signe. On a un gouvernement qui est tombé au bout de 14 heures. Oui, mais là, Victor. Non, mais l'argument de Bruno, auquel j'adhère complètement, c'est de dire, une fois que vous avez dit que de toute façon vous censureriez, ça n'a aucun intérêt de venir vous voir et d'essayer de discuter avec vous, et donc vous ne servez plus à rien dans le débat. Non, mais on censure toute politique macroniste. Jusque-là, on a le mérite de la continuité. Donc le Parti socialiste obtient plus que vous, puisqu'il lui dit, je ne sais pas si je censure, mais si vous me contentez, je ne censurerai pas. Juste 5 choses. Nous, on a fait campagne avec le Parti socialiste, il y a un an. On a fait campagne sur l'augmentation du salaire minimum. On a fait campagne sur l'abrogation de la réforme des retraites. On a fait campagne sur la planification écologique. On a fait campagne sur une 6e République, etc. etc. Je ne vous refais pas tout le programme parce qu'il est long et complet. Qu'est-ce qu'on a obtenu de ce programme? Rien. Le 49.3, l'abrogation du 49.3 est dans ce programme dont vous parlez. Mais si je vous donne 3 cacahuètes et que derrière... Tout le reste, vous le jetez à la poubelle. Est-ce que vous avez croyez pas au Père Noël quand il y a des cadeaux, vous les prenez pas. Écoutez, il faudrait être logique. En l'occurrence, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas le sentiment d'avoir reçu un cadeau et surtout les Français qui nous écoutent. Regardez ce que dit Jean-Marc qui nous regarde. Franchement, peu importe le camp, ce qu'on veut, c'est un gouvernement qui bosse et qui arrête les calculs politiques. Vous sentez pas un petit ras-le-bol aussi chez les Français? Oui, mais un ras-le-bol, les Français qui veulent de la stabilité. Est-ce qu'ils ont réellement envie de se replonger, alors soit dans une dissolution, soit dans des nouvelles élections présidentielles comme vous l'appelez de vos voeux? Sur la stabilité, d'abord, je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir. Il y a le précédent gouvernement qui a tenu 14 heures et qui est tombé à cause d'un tweet d'un de ses ministres de ce propre gouvernement-là. Donc, je pense
que si on veut éviter justement des accords de formation politique qui vont dénaturer la politique parce qu'ils vont faire des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord ensemble, alors oui, le plus simple, c'est de retourner voter. Sinon, de nouveau, je vous donne la perspective venue du Parlement européen, mais c'est intéressant. J'ai vu que vous l'évoquiez un peu plus tôt, Naïla Latrous. On a eu un vote sur une motion de censure au Parlement européen aujourd'hui. Et on a eu un axe qui va des socialistes à la droite, qui a protégé la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On a eu François-Xavier Bellamy qui a voté avec l'extrême droite pour la faire tomber. Et on a eu un bloc de gauche fait des écologistes et nous de la France insoumise. Eh bien, en fait... Qui a voté quoi? Pour la même chose qui a voté contre, qui a voté contre Ursula von der Leyen et une motion de censure venue de la gauche. Donc, vous voyez, non, c'était deux textes. Oui, vous avez pas voté ensemble, c'est pour ça que ça disaient la même chose. Qui n'avaient rien à voir sur le fond. Mais je vous raconte tout ça parce que ça dit quelque chose des équilibres politiques. Et à gouverner ensemble, les socialistes et la droite au niveau européen, à gouverner ensemble en Allemagne, c'est le cas dans plusieurs pays européens où les socialistes et la droite gouvernent ensemble, il n'y a plus de ligne politique, il n'y a plus rien. Et les socialistes avalent tellement leur chapeau qu'à la fin, ils cautionnent l'inaction de la Commission européenne dans le génocide à Gaza, ils cautionnent les reculs écologiques. Donc ça ne marche pas, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est là que j'ai un point d'incompréhension dans votre stratégie. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le plan européen, et ça a été l'un des axes de votre campagne il y a un an, c'était de dire que le Parti socialiste, allié à Place Publique, en réalité, était une autre nuance de centrisme, une autre nuance de macronisme. Et pour autant, la France insoumise a passé la semaine à tendre la main au Parti socialiste en disant « mais discutons, on peut encore être d'accord ». Ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous? Moi, je veux convaincre sur la base du programme du nouveau Front populaire. Donc je ne désespère pas de convaincre des élus socialistes, je ne désespère pas de convaincre des militants socialistes et des électeurs socialistes. Donc vous souhaitez encore qu'ils soient avec vous? Moi, je souhaite, je vais vous dire, une alliance autour du nouveau Front populaire qui soit la plus large possible, mais elle se limite sans rogner sur le programme. Il faut qu'on se parle, mais sans ambiguïté. Mais vous venez de nous dire qu'ils sont des alliés du centre. Mais je dis juste qu'il faut qu'ils tirent les leçons de leurs échecs. Et quand ils gouvernent avec le centre et la droite, ils se, 1, démonétisent, 2, ils trahissent ce pourquoi ils ont été élus et leurs objectifs en matière de politique européenne. Raphaël Glucksmann a fait campagne sur son opposition à l'accord de libre-échange avec le Mercosur et il se retrouve à soutenir une commission européenne qui est en faveur de cet accord. Donc c'est un bon exemple du fait que ce type de coalition ne marche pas. Et je ne souhaite pas qu'on l'essaye en France. Et c'est pour ça que je dis aux socialistes, revenez à la maison, revenez à la raison. Si vous ne le faites pas, alors vous devrez en payer les conséquences et expliquer aux gens pourquoi il y a un an vous y croyez à ce programme du nouveau Front populaire et maintenant vous vous en éloignez. Personnellement, je le regrette. Vous le savez, j'ai toujours fait campagne activement pour une unité plus large. Non, c'est pas vrai. Bon. C'est pas vrai, monsieur Jeudi. Moi, y compris à titre personnel, si vous vous souvenez, pendant la campagne des élections européennes, j'ai même proposé de laisser ma place de tête de liste pour qu'il y ait une union. À l'époque, c'était la NUPES. Donc, je pense qu'on ne peut pas me faire le reproche personnel d'être sectaire ou je ne sais pas quoi. Pas au programme du NFP. Mais ça, c'est leur problème. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire au programme auquel j'ai fait campagne. Il y a eu cette dissolution qui n'était pas prévue par personne. Et vous avez conclu cet accord sur la base du programme, grosso modo, des Insoumis, qui était le vôtre. Et du coup, ils l'ont pris parce que c'était... Mais c'est un problème. Un message de téléspectatrice, en l'occurrence. Patricia, il faudrait peut-être suggérer au président Macron de choisir un Premier ministre qui ne soit pas issu de la vie politique, un Premier ministre non politique issu du terrain. Il a déjà fait Jean Castex. Jean Castex. Oui. Alors, ce qui est drôle, bon courage dans la période actuelle. Il faut y aller, quoi. Ce qui est drôle, c'est que le problème aujourd'hui, c'est pas tant de définir un programme, de rédiger un budget. Ça, beaucoup de gens peuvent le faire. Vous êtes candidat ? Tout le monde. Non, mais précisément. Tabar à Matignon. Le seul en une du Figaro. Je ne suis pas sûr que j'aurai la confiance de Manon. Non, je vous confirme que vous n'y aurez pas. Je vous confirme. Mais heureusement, vous n'êtes à moins que tout d'un coup vous décidiez de faire la taxe Zuckman. Oui, mais il en parle régulièrement. Parce que de ce que j'ai compris, vous êtes pas vraiment en faveur. On peut en discuter, mais je suis pas sûr qu'il y ait un accord au bout. Mais avec plaisir pour en discuter dans les colonnes du Figaro. J'adore essayer de convaincre, même à droite. Et pour revenir donc à la question du Premier ministre, le seul enjeu du Premier ministre qui sera nommé, c'est précisément de trouver une ou des majorités au Parlement. Alors ça, c'est quand même un art politique. Je veux dire que c'est pas quelqu'un qui saura faire le meilleur budget qui sera en mesure de le faire, c'est quelqu'un qui saura trouver des alliances avec des gens qui aujourd'hui, pour l'instant, ne seraient pas ensemble. Je ne crois déjà
pas que ce soit possible avec cette assemblée-là par un politique, donc a fortiori par quelqu'un qui ne serait pas issu du milieu politique. En revanche, parce que là on semble se diriger vers ça, on fait un risque où il y a une chance qu'il y ait un gouvernement qui, pour le coup, soit composé principalement par des profils je ne dirais pas exclusivement, mais principalement de ministres qui ne soient pas des politiques. On va revenir aux Donc c'est le mathématiques retour dans au une seconde. macronisme pur. C'est l'éternel mouvement du balancier. On juste met des ministres de société civile. Au bout d'un moment, on dit ça ne marche pas, il nous faut des politiques. Info Marcelo Westfred du Parisien. Du service politique, oui, alors, on écrit demain dans le récit que Emmanuel Moulin, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qui est le bras droit du chef de l'État, a passé beaucoup de coups de fil à des hauts fonctionnaires, donc ça validerait l'hypothèse dont on vient de parler, pour essayer de faire venir des ministres issus de la haute fonction publique. Petit problème, pour beaucoup, il faut passer par la case de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ça prend un peu de temps. C'est pour ça que l'hypothèse... C'est pour ça que l'hypothèse d'un gouvernement dimanche J'aime bien cette est sans doute bataille. plus probable. Le Parisien. Non, juste une chose. Pourquoi vous dites que c'est réglé ? Parce que, en fait, ils ont pris un peu ils avaient quand même un peu anticipé cette affaire, et il y a beaucoup de dossiers de personnalités qui ont déjà été envoyés à la haute autorité pour justement régler ce problème de délai. Et à mon avis, beaucoup, c'est déjà réglé, sans compter que certains retournés dans la haute fonction publique, et sur ce point-là, Marcelo a parfaitement raison, genre par exemple l'actuel préfet de police, il pourrait devenir ministre de l'Intérieur sans problème. Il a lui-même été secrétaire d'État. Laurent Nunez, actuel préfet de police de Paris, vous dites qu'il pourrait devenir ministre de l'Intérieur. Attendez, vous dites pourrait, c'est dans les tuyaux Il fait partie des hypothèses. Il fait partie des hypothèses. Disons que c'est l'un des noms qui est le plus... J'aime bien quand il faut vous tirer les verres de nez. Qui nous disait tout à l'heure que Gérald Darmanin pourrait être une exception à la règle et rester au gouvernement? C'est vous, Marcelo? Oui, tout à fait, puisque vous là, compte tenu de la proximité avec Sébastien Lecornu et son statut un peu hybride, parce qu'il est forcément présidentiable, mais il ne s'est pas formellement présenté. Voilà. Juste un mot sur... Attendez, Manon Brie, ensuite Guillaume Tabar. Juste un mot sur profil technique. Je vais vous donner mon sentiment. Ça veut rien dire, en fait. À partir du moment où vous entrez au gouvernement, vous allez mener une politique gouvernementale, telle qu'elle soit. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, il se trouve que si c'est Laurent Nunez, il y a des chances que je sois en désaccord, mais ça va être un choix politique. En termes de budget, est-ce que vous faites la taxe Zuckman ou pas? Est-ce que vous choisissez de faire l'impôt sur le revenu plus progressif ou pas? Est-ce que vous augmentez la CSG ou pas? Est-ce que vous augmentez la TVA ou pas? Et tout ça, ce sont des choix politiques. Peu importe le profil qui vient et qui le fait, il va s'inscrire dans, je l'espère, un minimum de cohérence politique. Et si cette cohérence politique s'inscrit dans ce qu'on a eu jusqu'à présent, même si ce sont des nouveaux convertis macronistes, à la fin, ça reste la continuité de la politique macroniste. Donc moi, je veux juste lancer l'alerte sur cette espèce de faux maquillage autour d'un profil technique qui, en réalité, sert à nous revendre la même soupe macroniste dont plus personne ne veut. C'était juste un tout petit mot par rapport à ce débat sur faut-il des ministres techniciens ou politiques. Il y a un ministre actuel, donc un peu inquiet pour la suite, qui disait... Le bon équilibre, c'est comme le Ricard. Il faut 2 tiers, 1 tiers. Donc, autrement dit, même si on met des non-politiques, il faut quand même laisser au moins 1 tiers de politique dans l'équipe. Une chose, je voudrais qu'on revienne aux mathématiques pour comprendre pourquoi est-ce que l'hypothèse Lecornu ce soir est peut-être l'hypothèse privilégiée par Bruno Jeudi et par d'autres. Je vais retourner au mur, Julie, avec la composition de l'Assemblée nationale, parce qu'évidemment, il est toujours question de mathématiques et de majorité. Voilà la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle existe aujourd'hui. On va prendre 2 hypothèses. Hypothèse d'un gouvernement de gauche, qui est l'hypothèse qui était défendue par les socialistes, les écologistes et les communistes. Si on prend cette hypothèse-là, regardez, encore une fois, l'objectif c'est 289 députés pour avoir la majorité à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne avec ces 3 groupes-là? Encore une fois, communistes, écolos et socialistes, on est à 124. On est à des années-lumière des 289. Il faudrait que les insoumis acceptent de soutenir ou de ne pas censurer, et il faudrait ensuite réussir à convaincre une partie du socle commun, pareil, de ne pas censurer, de soutenir, etc. On est à des années-lumière. Alors que, si on revient à ce qu'on appelle le socle commun, le camp macroniste plus la droite, regardez, on est déjà à 211. C'est la situation aujourd'hui. On n'est pas à 289, c'est vrai. En revanche, si vous ajoutez ici les 66 socialistes, vous arrivez à 277, et on est beaucoup plus proche. En cas d'accord de non-censure, on est beaucoup plus proche d'avoir quelque chose qui peut tenir. Encore faut-il, Naïla Latrousse, qu'il y ait accord de non-censure. Oui. Et pour l'instant, on ne l'a pas.
Non, pour l'instant, le seul accord qui existe, si j'ose dire, et qui a été évoqué publiquement par Sébastien Lecornu, c'est l'accord pour éviter la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pour le reste, il a reconnu qu'il y avait un point bloquant qui était cette suspension de la réforme des retraites et que c'est ce point bloquant-là qui crée en réalité la non-censure ou pas. C'est-à-dire, en gros, si vous nommez un gouvernement à gauche, qui est l'hypothèse la moins privilégiée aujourd'hui, est-ce que vous avez suffisamment de députés qui sont prêts à dire bon bah on a essayé une autre méthode, on laisse la gauche, y compris si elle suspend la réforme des retraites, et ça ne vaut pas motif de censure. Vous avez remarqué que pour l'instant, chez Édouard Philippe, chez les Républicains, on est tout de suite sorti en disant attention, ligne rouge, censure, on ne peut pas accepter. Sur les retraites. Donc c'est une Sauf difficulté. qu'en réalité, les socialistes n'ont absolument pas envie d'une dissolution. Et donc, pas sûr du non, tout. c'est pas clair. Vous avez des dirigeants. C'est partagé. Je dis ça sous le contrôle de Manon Aubry. Vous avez des dirigeants socialistes qui disent en cas de dissolution, on reviendrait plus nombreux que LFI. Et ça suffit à les motiver. C'est un des problèmes. C'est ce que dit Guillaume, c'est un des soucis qui a, pour l'instant, fait capoter tout accord. C'est-à-dire qu'au Parti socialiste, vous devez, vous l'avez montré arithmétiquement, arriver à rimer. Les 66, ils sont même 67 maintenant, il faut tout le groupe. Or, il y a une partie du groupe qui se dit que dans la période actuelle, surtout qu'ils ont su gagner la bataille des idées sur la taxe Zuckman, etc. C'est peut-être le moment d'aller aux élections, qu'on va peut-être l'emporter contre les insoumis, etc. Mais sauf que ce que disent les sondages, pardonnez-moi, comme l'alliance avec la France insoumise n'existe plus, il ressortirait pas grand-chose, les socialistes. Justement, c'est variable. Donc certains se disent le bon calcul, maintenant, il faut y aller, il faut au moins un acte de non-censure. On a des gains politiques, les retraites, les petits salaires, etc. Et d'autres qui disent ça va nous coûter trop cher, on va apparaître comme les dindons de la farce, comme les dernières béquilles du macronisme, et dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas y aller. Et c'est cette hésitation stratégique des socialistes qui fait que pour l'instant, Lecornu n'a pas pu toper là où les députés LR commencent à se dire qu'il faut quand même faire des efforts pour éviter une dissolution. Et je pense que demain, ou en tous les cas pendant le week-end, pour lire l'ensemble de la panoplie qui va être déployée, c'est-à-dire le Premier ministre, alors bon, Guillaume disait peut-être à la mi-journée demain, le gouvernement, ce ne sera pas suffisant. Il faut attendre, à mon avis, la prise de parole du président de la République qui seul dira quel est ce geste sur les retraites. Et c'est ça qui fera, à mon avis, que les socialistes ou non iront dans un accord de non-censure ou en tous les cas ne s'associeront pas à la motion de censure qui arrivera immanquablement. Demain, il dira un mot sur les retraites. S'il parle demain, mais pendant le week-end, en tous les cas. Dans les faits, si on essaye de prendre un peu de recul, il y a deux temporalités. Il y a l'entrée dans le débat budgétaire, et c'est ce sur quoi les gouvernements Bayrou et Lecornu chutent pour l'instant, c'est qu'ils n'arrivent pas à enclencher ne serait-ce que le début de ce débat. Le Parti socialiste peut très bien dire, à l'issue de ce week-end, nous ne censurons pas d'emblée, nous attendrons de voir ce qu'il advient ensuite dans le budget. Et puis il y a la censure, au terme des débats, voire une motion de censure spontanée, une fois que le texte serait entièrement validé ou non, parce que j'ajoute un point tout de même, là on fait beaucoup des calculs de la politique, etc. À la fin des fins, le budget, il faut qu'il soit voté. S'il n'est pas voté, il faut un 49.3. En tout état de cause, il ira au Conseil constitutionnel, qui a encore la possibilité de censurer des articles qu'il considérait comme n'ayant rien à faire dans le budget. Et si à l'issue, toutes les concessions arrachées par la gauche sont toquées par le Conseil constitutionnel, je vous rappelle, ça s'était produit avec la loi immigration. La droite arrache un certain nombre d'avancées, retoquées par le Conseil constitutionnel. Le Parti socialiste aura toujours la possibilité de dire « vous m'avez floué ». Je finis par juste une hypothèse, je pense, Manon, en 15 secondes. Là, vous avez élaboré toutes les hypothèses avec globalement un gouvernement macroniste. On peut aussi dire qu'on a une crise du macronisme et une crise politique telle qu'on fait une loi exceptionnelle pour reconduire le budget sur l'an prochain et qu'on procède à une nouvelle élection présidentielle qui procédera à un nouveau budget sur une base d'un consentement des Françaises et des Français. Et ce sera aux Françaises et aux Français de choisir la ligne politique. Et je pense dans la crise dans laquelle on est, c'est quand même on est pressé par le décompte. Regardez le temps qu'il reste, 20h26 minutes et 4 Vous allez secondes. remettre à zéro dans 24 heures. Il y aura un Premier ministre et sans doute du côté de la mi-journée, c'est ce que nous disait Guillaume Tabar, dans une douzaine d'heures, dit Bruno Jeudi, qui a déjà la liste du gouvernement sous les yeux. Merci à toutes et à tous. Merci Manon Aubry d'avoir été avec nous. Merci messieurs, dames. Merci Julie. Merci Maxime. Dans un instant.